Bonjour et bienvenue à tous pour cette première conférence table ronde de la Gamers Assembly du dimanche. Et nous accueillons ce matin Mwaka et Kimak. J'ai un petit doute sur les Kiwak ou Kimak. Pour présenter les résultats de l'enquête sur les besoins associatifs. Enquête présentée par l'UAEF. Vous allez nous dire exactement ce qu'est l'UAEF. Et donc, c'est une enquête sur l'e-sport amateur et quels sont les besoins, etc. etc. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'UAEF? Alors, bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde. Moi, je suis Alexandre Mwaka-Dubé, donc je suis président de l'Union des associations sportives de France. Et donc l'UAEF est un collectif qui a vocation à être syndicat des associations amateurs et sportives en France. Voilà. Ok. Alors pour ma part, donc, je me présente, Kimak. Alors mettez bien le micro. Comme ça. Voilà, comme ça c'est parfait. Qu'on vous entende bien. Kimak, vice-président donc, de l'UAEF. Donc comme ça a été très bien présenté par Mwaka, ça se veut être un peu un syndicat qui essaie de regrouper la voix des différentes associations amateurs donc en France. Ok. Et donc vous allez réaliser une enquête. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin de faire une enquête? Quels étaient les objectifs? Alors l'enquête en fait elle est partie d'une volonté commune entre l'UAEF voilà. et France e-sport en fait de comprendre les problématiques liées au développement économique même pérenne de l'e-sport amateur. Et on avait besoin donc de solliciter les acteurs pour avoir du feedback, de la data analyse et réaliser une infographie, ce qui nous permet derrière d'activer des leviers, d'aller au contact des personnes qui peuvent répondre aux problématiques et nous accompagner dans la mise en place de réponses. Ok, c'est parfait. Eh ben, je propose qu'on regarde dès à présent les résultats de l'enquête. Alors, comment ça se passe? Regarde, voilà. Donc ça c'est tapé une lamine ici. Logiquement j'avais la petite télécommande mais je crois qu'elle est partie avec le monsieur. Dans tous les cas effectivement voilà, c'est une enquête qui a été réalisée en 2023. Okay. Depuis le mois de janvier 2023, on a sollicité environ 400 associations en France auxquelles on a soumis cette enquête sous forme de forms. Voilà. C'était des questions un peu fermées, vous êtes qui, vous venez d'où, etc. Et puis ensuite on a travaillé un petit peu plus sur les thématiques que nous on voulait cibler en termes de réponses qu'on avait envie d'obtenir. Cette enquête a été présentée déjà une fois à la PGW en 2023 et elle a été consolidée et retravaillée aujourd'hui pour être présentée en 2024 avec des analyses de data entre le mois de janvier et le mois d'avril. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer à dérouler l'enquête? Ouais, voilà, c'était la petite. Voilà. Hop. Donc, voilà. Donc on a bien évidemment mis une table des matières. Sauf que évidemment la vidéo mange le texte. C'est pas faux. Donc la table des matières. Pas là, effectivement, le contexte de l'enquête. On a juste défini les Merci points la régie. Qui étaient importants pour nous, donc le contexte, la typologie du public cible, les activités, la localisation, les besoins financiers, etc. Je pense qu'on peut dérouler la table des matières. Donc voilà, le contexte, encore une fois, l'objectif c'était d'interroger les associations loi 1901, mais pas que, parce qu'on sait que les associations de fait et aussi en Moselle, il y a certaines associations particulières en fait, mais qui rentrent elles aussi dans le contingent associatif national. Donc on voulait interroger un maximum d'acteurs, environ 380, quelque chose comme ça, presque 400. On a eu 45% de réponses à peu près. Ok. Voilà. Et ce qui nous a permis, pas mal, quand même, presque, ce qui est super bien en fait aujourd'hui quand on compare ça avec d'autres études nationales qu'on a pu voir sortir il y a très peu de temps pour pas les citer, effectivement c'est quand même beaucoup. On a vraiment fait l'effort de vouloir aller chercher un maximum d'acteurs et qui venaient d'horizons complètement différents. D'ailleurs on va pouvoir le montrer plus loin. Et l'objectif c'était d'essayer de comprendre aussi toutes nos différences. Aujourd'hui la plupart du temps, on pense que les associations ne font qu'encadrer des joueurs
et créer des équipes compétitives pour participer aux compétitions, mais on a aussi beaucoup d'associations qui travaillent dans tout ce qui est sociétal, l'accompagnement auprès des collectivités, tout ce qui est autour de l'inclusion, de la mixité, des choses comme ça. Et on a aussi une grande partie d'associations qui est dans l'événementiel, parce que pour diversifier ses activités et avoir un revenu économique au-delà de l'adhésion, il faut qu'on fasse de la prestation de services auprès d'acteurs, que ce soit des collectivités, des privés, etc. Donc on a vraiment des typologies qui sont très différentes les unes des autres, et on avait besoin, nous, d'avoir ces datas pour pouvoir expliquer auprès des institutionnels, des politiques, comment ça fonctionne les sports amateurs et comment ça peut se structurer hypothétiquement, parce que c'est la volonté quand même globale d'avoir un e-sport structuré national. Ok. Voilà. On déroule ? Oui. Comme ça. Voilà, donc la typologie du public cible, oui. C'est un petit peu ce dont je te parlais juste avant. Là, on a plus ramené ça aux années d'existence en fait, ou de création des associations, pour rappeler aujourd'hui que le tissu associatif était très jeune et que les associations de plus de 10 ans, là ça a été cité, on pourra rajouter PCS qui a 10 ans cette année, mais ils n'ont pas encore fêté leur anniversaire, donc on va passer à 3 en 2024, effectivement, et il y en a 2, les Orcs Grand Poitiers qui sont là, et puis BH3, une association de Bretagne, de Normandie, qui elle a 18 ans à peu près, quelque chose comme ça. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Et on se rend compte effectivement que les associations qui ont moins de 3 ans en fait représentent quasiment plus de la moitié ou la moitié des personnes sondées. Donc on a un tissu associatif très jeune, pas forcément mature, et qui a envie de se développer. C'est compréhensible aussi. Enfin, il y a de plus en plus d'engouement sur l'e-sport et donc il y a de plus en plus ça va avec la contemporanéité d'associations. effectivement du contexte. Il faut aussi savoir que c'est difficile de tenir dans le temps, de passer le cap des 3 ans. C'est un petit peu institutionnel. Parce que derrière, on sait qu'au niveau des demandes de subventions ou des accompagnements de l'État, il faut avoir un certain passif et ça passe par le nombre d'années, mais malheureusement. Ouais. Et c'est souvent difficile de passer ce cap pour une association parce que c'est les 3 premières années qui vont déterminer en fait si au niveau économique elles peuvent être pérennes. Et, comme pour les entreprises. Comme pour les sociétés, sur 5 ans, on projette des BP, effectivement. Voilà, donc l'idée, c'était de comprendre un petit peu qui on avait interrogé et pouvoir apporter justement cette réponse aujourd'hui, on a un tissu associatif très jeune et il faut pouvoir l'accompagner et le guider justement pour qu'il puisse rester dans le temps et qu'on ait de plus en plus d'associations qui dépassent le cap des 3 ans et qui peuvent aller légitimer, on va dire, le travail professionnel que le tissu associatif a envie de porter au niveau de l'e-sport en France. Ok. Voilà. Hop. Donc on en parlait tout à l'heure aussi, le domaine d'activité qui est très éclectique, si on peut dire, dans son genre. On a essayé de le définir dans 4 grandes familles, mais bien évidemment que ce n'est pas exhaustif. Donc la gestion d'équipe, on en parlait, et elle représente 86% de la part d'activité des associations questionnées. Donc les associations interrogées peuvent avoir plusieurs types d'activités. C'est pour ça que les chiffres sont pas... Oui, bien sûr. Oui, c'est pas le total va pas donner 100%. Faire aussi bien de l'événementiel que de l'encadrement, que de la création de contenu. Mais c'était pour donner, on va dire, un pourcentage de volonté ou d'envie qu'avaient les associations vers les activités qu'elles mettaient en place. Donc on constate bien évidemment que la gestion d'équipe, c'est ce qui prend le plus de temps aux associations, mais que plus de la moitié des structures interrogées font de l'événementiel à côté pour diversifier leur revenu économique, comme je te l'ai dit, parce qu'aujourd'hui on n'a pas forcément beaucoup d'autres solutions que d'apporter de la prestation de service de par les compétences qu'on peut avoir ou qu'on a pu acquises sur le terrain au fur et à mesure du temps. De la création de contenu, parce que on le sait, dans l'e-sport professionnel en tout cas, toutes les chaînes de valeur qu'on peut ajouter par la création de contenu, c'est très important. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui font ça, qui cassent leur compétition, qui font du contenu, qui essayent de dynamiser des communautés. Donc ça fonctionne. Et tout ce qui était autre, on a préféré l'englober dans quelque chose de très très large, parce que c'est des associations qui vont être plus ciblées sur des thématiques accompagnement, handicap, mixité, numérique, bonne pratique, etc. et qui ne fonctionnaient pas ou qui ne pratiquaient pas les 3 autres domaines d'activité. Voilà, tout simplement. Okay. Mais c'était important aussi de définir qu'il y avait des associations autour de l'e-sport qui ne faisaient pas forcément du jeu vidéo. Voilà, elles se servaient de l'outil jeu vidéo comme d'un outil pour pouvoir attirer des publics et travailler sur les thématiques de mixité, d'inclusion, l'inclusion, tous les thèmes sociétaux aujourd'hui, surtout sociétaux, qui sont importants pour le développement de nos territoires et de nos collectivités.
Mais effectivement, donc tout ce qui est autre va être majoritairement autour de l'inclusion, Complètement. l'accès au handicap, la mixité. Ok. Et à cela, on peut rajouter, qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'associations qui sont très jeunes et qui, malgré tout, par exemple la gestion d'équipe, va travailler dans des sujets qui sont des fois très larges. Ça va être du management, un petit peu de coach mental, de coach technique, théorique, l'hygiène de vie, l'hygiène de, on va dire, apprendre et réapprendre des fois la pratique du jeu vidéo, ajouter à cela une pratique sportive, une hygiène de vie, enfin vraiment, c'est un véritable encadrement qui se développe de plus en plus par des associations qui sont très jeunes et c'est une très belle, je trouve, preuve de maturité de voir justement tout ça. Mais qui font preuve de responsabilité. Exactement, oui. Et vraiment de un petit peu changer cette vision qu'on pourrait avoir un peu péjorative des jeux vidéo de manière globale pour apporter vraiment un encadrement, on va pas dire un petit peu copié de la sphère sportive assez professionnelle, encadrée et autres, mais essayer de rapporter un cadre qui va être professionnel, Oui, avec qui va être propre, de et bonnes qui va être valeurs, sain. des bonnes pratiques. Exactement, oui. Super. Donc on a voulu faire l'exercice de style de la cartographie des acteurs qu'on avait interrogés. Donc on se rend bien compte qu'effectivement dans un pays très central comme la France, l'Île-de-France. Ah ouais, non, c'est pour le coup, c'est comme pour le jeu vidéo, enfin l'industrie je pense du jeu que ça vidéo. doit se calquer sur beaucoup d'autres statistiques dans beaucoup d'industries. Ah non, on a les Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes qui sont quasiment à égalité. C'est ça. Sur les studios et les éditeurs, en fait, on est plutôt sur Île-de-France à 50%, Auvergne-Rhône-Alpes en 2 et Nouvelle-Aquitaine en 3. Voilà. Après, Hauts-de-France on parle arrive en encore 4e ou 5e position. On parle encore du tissu amateur. On a un gros travail avec l'UAEF qui a été fait en partenariat avec Francis Prand l'année dernière d'identification des acteurs amateurs en France. Donc il y a une cartographie sur le site de Francis Sport qui a été mise à jour. C'est bien évidemment pas une carte exhaustive parce qu'elle ne représente que les gens qui ont été consultés et qui ont répondu, bien évidemment. Oui, mais ça nous donne quand même une information de là où l'activité fonctionne et est présente, parce que si les gens étaient actifs, ils auraient forcément répondu aussi. Donc ça nous donne un peu d'informations là où on a du travail à faire. Je pense que ça reste assez représentatif. Et c'est représentatif, je pense, de ce qu'est la cartographie aujourd'hui, comme tu le disais, même de l'industrie du jeu vidéo dans sa globalité, autour des grandes agglomérations françaises que sont Lyon, Bordeaux, éventuellement Poitiers, parce que c'est un territoire d'e-sport depuis 25 ans bientôt, l'Île-de-France, n'en parlons pas. C'est vrai que les Hauts-de-France, c'est un peu... Est-ce que la ruralité est représentée dans l'e-sport La ruralité, c'est-à-dire en gros tout ce qui va être plutôt petite ville, plutôt que grande ville. Là où justement on pourrait se poser cette question et se dire la ruralité, est-ce qu'elle va être touchée par l'e-sport, etc. Nous on a constaté vraiment des sous-strates très très deep au niveau de la ruralité, enfin de la territorialisation, de la territorialité plutôt, et on avait vraiment des petites villes avec des petits événements. Hier on a fait l'exercice de réunir une vingtaine de présidents d'associations justement pour parler des problématiques, et on s'est rendu compte qu'il y a des gens dans des petits lieux perdus, si on peut les dire comme ça, mais qui font des choses aussi grosses que nous on pourrait faire en Île-de-France, et qui n'ont pas justement ce rayonnement, cette mise en avant, cette visibilité pour pouvoir toucher d'autres publics, mais en local. Ils ont des activités qui sont aussi bien que ce que nous on pourrait faire avec Metallic en Ile-de-France. Donc il faut, je pense, qu'on puisse être force de relais avec l'UAEF ou avec Francis Sport de ces événements-là pour continuer à valoriser le professionnalisme et le développement des associations. D'accord. Voilà. Je fais juste une petite parenthèse pour les dom-tom. On a un acteur de la Guadeloupe qui a répondu. Donc on n'oublie pas non plus. Mais je sais qu'il y en a d'autres. Il y en a à La Réunion, il y en a à Martinique, en tout cas avec qui on échange. Ils n'ont pas pu répondre à cette enquête. Donc encore une fois, c'est pas exhaustif de la réalité du terrain. C'est vraiment les gens qui ont répondu. Mais c'était pour dire aussi qu'on a nos territoires et nos départements d'outre-mer et qu'on les oublie pas. Et qu'on travaille en tout cas pour l'ensemble du tissu amateur associatif français. Voilà. Et pour les avoir rencontrés, en plus il y a d'excellents joueurs. Ils ont des très bons joueurs, ils ont des belles associations, notamment ont Versus Fighting. Des terroirs comme nous effectivement et qui valorisent, parce qu'ils sont rattachés à la France, mais ils ne sont pas collés à la France métropolitaine. Ça permet de rayonner sur l'intégralité du globe international, effectivement, par des places fortes comme nos territoires d'outre-mer, nos départements de l'autre côté de l'Atlantique ou un peu partout, quoi. Ok. Voilà. Et à cela, on peut rajouter en plus toute la richesse de ce listing, si on peut dire, des associations.
c'est que c'est vraiment très jeune. Très régulièrement, on a encore découvert une association qui, à peine 6 mois, je crois, s'est construite. Et aujourd'hui présente, ils ont déjà participé à plusieurs événements. Ils auraient presque besoin d'un travail régulier, presque tous les mois, pour savoir comment ça évolue vraiment. Et c'est ça un petit peu, à mes yeux, en plus, la richesse, c'est qu'on a un écosystème qui évolue. De plus en plus de personnes se disent « et moi, je pourrais tenter ». Et c'est ça qui est vraiment justement incroyable, c'est de se dire que ça peut faire peur un petit peu, c'est pas forcément comme construire une entreprise, mais ça reste une association, c'est des papiers, c'est toute la partie un petit peu administrative et tout ce qui va avoir derrière. Administrative qui est non négligeable. Exactement, oui. Et c'est beaucoup de jeunes justement qui ont construit de nouvelles chaque jour, ou on va dire chaque mois au moins. Et assez souvent, Étienne, il y a comme une barre des 1 an à peu près, mais malgré tout, il y en a de plus en plus. Et je pense qu'on pourrait bien s'amuser à essayer de trouver un petit peu les statistiques de savoir combien il y en a par exemple qui sont apparus juste en 2023. Et c'est un travail qu'on va continuer à faire petit à petit, mais je pense que tel que ça continue, on va avoir de plus en plus d'associations et c'est superbe. Oui, absolument. Et on sera là l'année prochaine pour parler des nouveaux résultats. Et nous aussi. Oui, alors, slide suivante. Besoins financiers. Voilà, là on est sorti des questions fermées où effectivement on avait envie de comprendre et expliquer la typologie des gens qu'on avait interrogés. Et puis on rentre dans le dur. La première chose que les associations vous diront si vous les interrogez, c'est on a besoin d'argent. Voilà, donc on leur a demandé, nous, est-ce que le besoin financier était une priorité pour vous? La première réponse, effectivement, elle est majoritairement écrasante et on a quasiment 100% de réponses. Qui nous disent effectivement que les fonds propres pour le développement pérenne d'une association sont vraiment quelque chose d'utile et de nécessaire. Alors je comprends pas forcément les légendes, parce que les besoin de financement, donc c'est NA. Non, c'est pas NA, c'est pâle, c'est tout. Je pense que c'est la couleur qui est... Ok. En fait, si tu regardes, tu vois, le NA, il va correspondre à cette couleur. Et le bleu, il n'est pas sorti. Ok, donc en fait, ça sortait mieux sur le PDF. Voilà. Parce que là, c'est. Ok. Donc du coup, tout ça pour dire que c'est 98% de oui sur le besoin de financement. D'accord. Donc, effectivement, il va falloir qu'on se pose des questions. Maintenant, on a beaucoup de thématiques autour des financements et même du développement économique des associations. Déjà, l'adhésion, qui est la base, je pense, de la réflexion. Il y a, je pense, 2 écoles, ceux qui font payer et ceux qui ne font pas payer. Aujourd'hui, nous, en tout cas, UAEF, on n'a pas volonté à dire aux gens faites ou faites pas. Par contre, on sait qu'on conseille les gens à aller vers l'adhésion payante parce que institutionnellement, déjà, quand vous pratiquez quel que soit le sport, vous allez payer des licences, des abonnements, des adhésions, et ça ne vous dérange pas. Je ne pense pas que les associations soient au même tarif qu'un club sportif non plus. Donc, ce n'est pas une manne financière qui va faire beaucoup, mais d'avoir le poids de dire aujourd'hui nous on a 10 adhérents, 50 adhérents, etc. C'est aussi un message de maturité qui permet d'aller échanger avec d'autres acteurs en disant qu'aujourd'hui on a compris qu'on a besoin d'être représentatif et d'être légitime dans nos actions. Donc nous en tout cas on conseillerait à tout le monde de mettre même 10 €, mais de faire des adhésions payantes en tout cas. Oui, après le montant n'est pas forcément... Peu importe la somme, effectivement, c'est le geste symbolique. Ça peut être 1 euro symbolique. Symbolique, effectivement, mais c'est le geste. Mais il y a un geste de j'adhère et je m'engage entre guillemets. Et c'est surtout sur tout ce qui est transversal après avec les institutionnels ou les collectivités. Quand vous dites que vous ne faites pas payer, mais vous dire mais attendez, vous nous demandez de l'argent, mais vous n'êtes pas capable vous aujourd'hui de demander de l'argent à vos adhérents alors que ça fait partie d'un process institutionnel. Enfin, pour moi, c'est les us et coutumes de l'associatif en France. C'est la première façon d'avoir une entité légale en fait pour pouvoir faire des choses, de se rassembler autour d'une passion, parce qu'on sait très bien que l'associatif en France, ça permet aux Français de se rassembler autour d'une passion commune. Oui. Donc, il y a des vraies raisons d'avoir en tout cas ces adhésions-là. Maintenant, il n'y a pas que ça dans le financement. On en parlait tout à l'heure, tout ce qui est prestation de services de par les compétences que l'associatif peut avoir développées au cours de sa vie ou même dans ses activités parallèles. Cela dit, il y a aussi une possibilité peut-être d'avoir des aides sous la forme de subventions de la part des collectivités locales, etc. Enfin, comme ça existe pour le sport traditionnel. On a une slide sur les subventions, mais effectivement les subventions sont aussi la troisième réponse. Parce qu'il va nous rester 4 minutes normalement. Ok, super. Je ne sais pas combien il reste de slides. Pas grand, quelques-unes.
les besoins en assurance, nous on pense aussi que le professionnalisme passera par des actions en fait qui seront reconnues et nécessaires. Aujourd'hui, il n'y a pas de RC, enfin de responsabilité civile prise par 90% des associations pour leurs dirigeants. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que le jour où il va leur arriver quelque chose, elles devront être responsables vis-à-vis de la justice de ce qui s'est passé. Et en général, c'est le président. Oui. Voilà, donc il faut faire prendre conscience aux gens que c'est pour les protéger et pas pour leur faire dépenser des sous qu'on leur conseille de faire ça. Et puis derrière, quand vous utilisez, exploitez du matériel, des salles, des lieux, que vous recevez du public, il faut avoir des assurances aussi pour tout ça. Donc, nous, on le conseille, on continuera de défendre cette valeur-là et de la mettre en avant. Voilà. Ça et fait puis, partie un peu cette éducation qui va avec tout l'aspect administratif. De l'acculturation de masse, effectivement, un gros 4 par 3 avec une flèche en disant c'est là-bas, il y a tout, et allez vous sourcer votre info. On essaiera d'avoir le plus de livrables intelligibles et utiles aux présidents de structures justement pour continuer de développer les structures vers on va dire le professionnalisme amateur. Parce qu'on reste quand même des bénévoles. Faut qu'on déroule. La connaissance des aides, on va pouvoir la passer sur autre chose. Donc là, on a plutôt répondu à des questions que Francis Sport avait posées. Parce qu'on travaillait effectivement avec Anaïs qui était secrétaire à Francis Sport et Désiré Coussao qui était le président de Francis Sport sur certaines thématiques. Donc là, les contrats e-sport, voilà, on se rend bien compte que c'est partagé. Il y a des associations qui encadrent des joueurs, donc ils ont besoin de contrats. Mais avec l'associatif, c'est compliqué d'en mettre en place. Le diplôme d'éducateur spécialisé aussi qui avait été mis en place. Là, on se rend compte que les associations n'en ont pas forcément besoin parce que l'accompagnement des publics n'est pas forcément le cœur de métier. Cependant, un cahier des charges du bonne organisation d'événements ou une normalisation d'événements pour les clubs, donc la partie prestation de services et économique. Là, on voit qu'on a éclaté les chiffres, qu'on a plus de 50% dans les deux réponses. Donc d'avoir des livrables pour les associations, je pense que c'est les premières réponses qu'on peut leur apporter, au-delà de titres ou de formation, etc. quoi. Oui, je sais, on me fait signe qu'il faut qu'on arrête bientôt. J'arrive pas à slider. Malheureusement, ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est peut-être pas... Non, ça marche plus. Non, vas-y. Non, malheureusement. Les joies du direct. C'est laquelle il faut faire quoi? Normalement, c'était des petites flèches, mais... Peut-être que... Non. Ça marche plus. Et sur le clavier? Non plus. Ah, mais en fait, le PC a planté. C'est pas de chance, effectivement. Ça aide pas à tenir le planning. Non, malheureusement, non. Il restait une slide qui était sur les besoins structurels. Donc tu avais formation, financement professionnel. Mais on va la retrouver. Ouais. Il restait une slide, on était à la fin. Donc c'était sur quoi la slide? C'était sur les besoins structurels. Moi je l'appelais besoins structurels en fait. Donc tu avais une question sur l'accompagnement numérique en fait. Nous on avait envie de savoir si les associations savaient qu'elles pouvaient aller vers leur collectivité pour leur expliquer justement qu'elles pouvaient, en se servant de l'outil des jeux vidéo, attirer les publics pour les sensibiliser donc aux questions dont on avait parlé tout à l'heure. Donc moi je parle d'accompagnement numérique, mais c'est la bonne pratique au niveau des écrans, c'est la compréhension des besoins, de la dématérialisation de tous les services de l'État, etc. On a beaucoup de personnes, nous c'est très éclectique, c'est 7 à 77 ans. On va toucher les petits-enfants, mais qui forcément sont gardés par les grands-parents, donc ont des temps de jeu avec eux, etc. Donc on a plein d'échanges en triptyque. Parents ou familles, enfants et éducateurs ou animateurs, et ça nous permet vraiment de toucher ces sujets-là. Donc ça c'était une des questions et c'était du 50-50. On avait la moitié des gens qui savaient qu'ils pouvaient le faire ou qui étaient déjà dans une action d'eux, et l'autre partie qui ne connaissait pas du tout le sujet et qui ne comprenait même pas qu'ils pouvaient aller dire à leur maire ou à leur conseiller de mairie on peut vous accompagner, on peut attirer des publics, on peut sensibiliser des gens par le biais du jeu vidéo ou de l'outil numérique gaming. Voilà. Et puis la dernière question c'était autour des métiers du numérique.
qui nous semblait aussi intéressante pour pouvoir expliquer aux associations que en ayant un community manager, un coach comme il disait tout à l'heure, ou des gens, il y a des formations professionnelles qui permettent d'avoir des titres reconnus par l'État et de professionnaliser la filière en fait en passant par la professionnalisation des acteurs. Voilà, donc c'est pareil, on avait quand même plus de 70% de réponses de oui sur cette partie, on va dire éducation, formation. Voici la slide. C'était celle d'après. Ça, c'était le contact avec les institutions. C'est vrai qu'il y en a une qui a sauté. Ok. Mais effectivement, c'était dans le sens de... La slide suivante, tu en as une? Ouais, voilà, les besoins structurels. Et donc, voilà, on avait des besoins en formation ou en financement, effectivement, pour le personnel. Et ça revient avec ce que j'étais en train de te dire sur professionnalisons les encadrants de façon à toujours démontrer que l'e-sport a pris cette maturité, l'e-sport amateur a acquis à cette maturité et est prête à passer justement ce cap supérieur, à aller échanger avec les éditeurs, les collectivités, éventuellement même les institutionnels pour développer le tissu et la filière amateur en France. Voilà. Et la dernière, c'était les remerciements. Donc, merci Emmanuel. Merci. Merci à Gamers Assembly, à Futurolan, à l'UAEF. Merci à l'UAEF. À Francisport. Et puis à Metallic, dont nous sommes les fervents présidents et vice-présidents et défenseurs depuis une vingtaine d'années. Voilà. Merci à vous deux. Merci.